Jérôme Alquier a eu la chance d'écrire et de dessiner une aventure d'Albator avec l'accord de son auteur original, Leiji Matsumoto. C'est à l'occasion d'une projection du film de 1982, L'Atlantis de ma jeunesse, que nous avons eu la chance de le rencontrer. Et pour cela, nous tenons particulièrement à remercier le cinéma Les Variétés pour nous avoir accueillis, Eric de la librairie L'Antre du Snorgleux, et tous les membres de l'association Chrome et compagnie, et en particulier Amandine et Didier. Merci encore à vous. Je vous laisse avec un peu moins d'une heure d'entretien. C'est parti, jingle. Donc ce soir, on est là pour parler d'Albator, et c'est moi un sujet qui me touche pas mal, parce que mon vrai nom, c'est Pierrick Leborgne. Et j'ai eu une enfance très difficile, parce qu'avec un nom comme ça, quand on grandit dans un endroit, la Corse, vous imaginez pas, s'appelait Le Borgne, c'est dur. Et on m'a appelé Albator. Et je le prenais mal au début, et puis, à y réfléchir, je me dis qu'en fait, c'était quand même vachement la classe. À l'arrivée, c'est Albator qui l'a mal pris. Hein. Ouais, peut-être, ouais, voilà. Je rappelle quand même qu'on fait du podcast audio, parce qu'on m'a toujours dit que j'avais un physique de radio, et en ce moment, comme vous pouvez le voir, c'est encore plus le cas. De radio de dos. Oui, c'est ça. Et donc, je vous invite un peu une sorte de voyage dans la nostalgie, un peu la mienne. J'ai l'impression qu'on partage pas mal de nostalgie avec Jérôme. On doit être de la même génération. Hein. Dans la salle aussi, j'ai l'impression. Voilà, ouais. On est tous des nostalgiques, je crois. Et on va un peu commencer avec l'arrivée d'Albator en France, c'est les années 80. C'était un peu l'époque à la télé, hein, on avait ça à regarder, c'est souvent le samedi matin, il me semble, dans mes souvenirs. On avait des Capitaine Flamme, du Astro le petit robot, Candy, qui était un peu Goldorak, bien sûr, qui était un truc marquant, qui a fait la une de Paris Match quand même, à l'époque. Et pour les quarantenaires, je dirais qu'Albator est surtout une sorte de source de nostalgie. Hein. On a un souvenir lointain, on n'a peut-être pas forcément revu Albator entre-temps. Toi, tu as découvert le personnage comment, Jérôme ? Alors, je ne l'ai pas découvert justement quand il est passé. Alors, je crois que Albator 78, en tout cas, donc la première série, celle inspirée du manga de Leiji Matsumoto, son auteur. Elle date de janvier 80 en France. Alors aujourd'hui, on l'appelle Albator 78. À l'époque, c'était Albator, le corsaire de l'espace, un nom très très mal choisi quand on connaît la série. Mais voilà, j'étais un petit peu jeune là, j'avais 5 ans, ou même pas encore 5 ans en janvier 80. Donc je l'ai vu un petit peu plus tard. J'ai découvert 84 d'abord, donc ce qu'on va regarder tout à l'heure. Et puis je l'ai redécouvert, mais après mes années Club Dorothée, donc après les blockbusters que sont Dragon Ball, Senseiya, etc. Donc plutôt début des années 90, dans une émission de télé dont peut-être vous avez souvenir, qui était animée par un certain Cyril Drevet. Ça vous parle ? Ouais, hein, qui faisait une émission jeux vidéo. L'émission s'appelait Télévisator 2. Je ne sais pas si ça vous parle aussi. Et bizarrement, ils avaient repassé Albator 84. Et je suis tombé dessus un peu par hasard pour regarder ce que c'était. J'avais quelques souvenirs d'Albator des années 80. J'avais des bandes dessinées de Dargo à l'époque qui étaient sorties. Ah ouais, des collecteurs, tu les as encore ? Ouais, j'ai encore ça, bien sûr. Ouais, j'ai encore ça. Alors après, j'aurais une anecdote par rapport à ces BD-là. Mais du coup, j'avais connu un peu Albator avec ça, mais comme je ne m'étais pas trop intéressé, je n'avais pas trop vu qu'il y avait le Albator, pantalon blanc, pantalon noir, vaisseau bleu, vaisseau vert avec la tête de mort devant, donc je n'avais pas trop fait la différence. Et puis, j'ai découvert ça en 94, et là, ah ouais, mais ça déchire, quoi. Et fatalité, je suis tombé sur un petit bout de la série de 84, mais en fait c'était un petit bout du film, parce que comme il n'y avait pas beaucoup d'épisodes dans la série de 84, il y en avait 22, ils avaient récupéré le film qui faisait à peu près 1h45-50, ils l'avaient haché en 5 petits morceaux, et puis ils avaient diffusé ça comme des épisodes 23 à 27. Donc j'étais tombé sur un petit bout d'Arcadia de ma jeunesse, où je découvre un Albator pas du tout habillé en Albator, et là ça a été la révélation pour moi. Puis avec une animation au top, pour le coup, par rapport un peu au reste de la série. Oui, c'est sûr que par rapport à la série de 78, qui aujourd'hui, elle est super bien réalisée. Elle a une ambiance absolument géniale, avec les craquements de bois, avec les sylvidres qui brûlent, qui hurlent comme ça quand elle meurt. Les hurlements me traumatisent encore. Voilà, c'est assez traumatisant comme truc. Mais c'est vrai qu'en termes de dessin pur, on est quand même sur un niveau qui est moindre que celui de la série 84, et encore plus Arcadia de ma jeunesse, qui lui n'a pas un budget de série, mais avait un budget de film à l'époque. Tu étais déjà, justement, j'ai découvert Albator tardivement, tu étais déjà un fan de Japanimation, j'imagine, sans le savoir, parce qu'à l'époque, on n'appelait pas encore ça comme ça. Non, on n'appelait pas ça comme ça, le manga, on ne savait même pas ce que c'était. Oui, je suis tombé dedans comme Obélix, quoi, hein,
Les premiers, c'était Goldorak, c'était Capitaine Flamme, tu en parlais, Ulysse 31 qui passait tous les soirs à 5 minutes, vous vous rappelez, là, avec le petit 1000 pattes là, qui montait dans la fusée FR3. Il y avait les diplodos aussi, qu'on continue comme ça, mais c'était moins bien. Ce genre de choses. Et donc oui, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Et puis après, quand est arrivé le Club Dorothée, c'est vrai que les séries étaient un petit peu différentes. Il y avait moins de space opéra. Le début des années 80, on était très très emprunté de toute l'époque Star Wars avec 77. Le Nouvel Espoir, donc il y avait quand même beaucoup de space opéra, et puis après ça s'est un peu calmé milieu des années 80. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles Albator 84 s'est arrêté aussi vite, c'est que justement le thème de la science-fiction était en déclin à ce moment-là. Même au Japon, pour le coup. Même au Japon, enfin surtout au Japon, parce que à l'époque ils produisaient pour eux et je pense qu'ils ne savaient pas trop ce qui se passait en France. Ouais. Tu as commencé comme illustrateur avant de faire de la BD. Et donc, tu étais illustrateur, tu as commencé à faire de la BD, tu gagnais trop d'argent en tant qu'illustrateur. C'est ça, ouais, en fait, on roule tous en Ferrari, les illustrateurs. Il y en a quelques-uns, là, on est bien d'accord. Voilà, hein. Non, mais je parle à part les profs, mais... Voilà, c'est une référence aux difficultés que rencontrent les auteurs de BD en général, qui demandent beaucoup de travail pour sortir un album, alors qu'en illustration, c'est vrai qu'en général, les illustrateurs ont une vie un peu mieux que les auteurs de BD. J'ai l'impression, en tout cas. Oui, enfin, je pense aussi, après, je ne sais pas, hein, chacun peut avoir un avis là-dessus. En termes d'illustration, le gros avantage aussi, c'est que tu fais des images qui vont toucher forcément les personnes qui sont en face de toi de manière directe. Pour la BD, tu fais plein d'images qui ne sont justement pas des illustrations. En fait, on m'a dit, la première fois que j'ai commencé la BD, on m'a dit, mais attention, la BD, c'est pas un recueil d'illustrations. Tu peux être un super dessinateur et être nul en BD, et inversement, tu peux très très bien te débrouiller en BD sans pour autant avoir un niveau extraordinaire en dessin. Et en fait, c'est ça. Au début, tu le comprends pas forcément, ce genre de discours, mais plus tu avances, plus tu te rends compte qu'en fait, dans une bande dessinée, les dessins sont au service de l'histoire. Il faut que tu saches bien raconter une histoire. Donc, il y a des images sur lesquelles tu vas pas t'arrêter en disant « Oh, qu'est-ce qu'elle est belle cette main ! Oh, qu'est-ce qu'il est beau ce gros plan sur le pied !» Non, ça n'a pas d'intérêt. Par contre, ça a de l'intérêt pour l'histoire. L'illustration, ça te permet en effet de mettre un coup de projo sur une mise en image vachement sympa, des couleurs qui pètent. Et puis, tu as une réaction. Enfin, le but du jeu, c'est qu'on ait une réaction en tant que public. Ça plaît pas, le pourquoi, du comment. Mais voilà, c'est plus direct et je trouve ça, pour le coup, plus intéressant d'avoir le retour rapide d'un public par rapport à une illustration. Après, oui, j'ai fait de l'illustration... très axé. Ouais, voilà, très axé japanime. Japanime, ouais, ça. J'ai commencé à faire les couvertures de DVD, justement, des séries de notre enfance, là, dont on a parlé tout à l'heure. Donc voilà, ça restait quand même oui, tu restais dans ta passion. Voilà. Tu as dû faire des concessions quand tu es passé de l'image, c'est de l'illustration, on est vraiment sur l'image, justement, à la narration. On doit raconter une histoire. Est-ce qu'à un moment, ça n'a pas été difficile, justement, de te dire cette tentation de vouloir... On avait rencontré Arthur de Pince qui disait que lui, il travaillait en vectoriel, il avait tendance à aller trop dans le détail dans ses dessins, sachant qu'à l'impression, ça passerait pas. Dans l'illustration, on peut avoir un peu ce même genre de choses, à vouloir aller sur des trucs, partir sur des décors super chiadés, alors qu'ils n'ont peut-être pas forcément un sens en bande dessinée. Il y a un truc qui m'avait marqué quand j'avais commencé la BD. On m'avait dit, alors déjà, rends-toi bien compte qu'un lecteur de BD... Alors, un lecteur classique, mais vous n'êtes peut-être pas du tout dans cette salle des lecteurs classiques, dans le sens où si vous êtes fan de Japanimation, de choses comme ça, c'est que vous avez quand même un regard qui va rester assez longtemps sur le dessin. Mais on m'avait dit, un lecteur classique de BD, il va regarder les textes pendant 95% du temps et 5% sur l'image. Son œil va passer dessus. Il faut que, très rapidement, en regardant la case, il ait compris l'élément qui doit sortir. Donc il faut qu'à chaque fois, tu arrives à mettre ça en avant. Et je ne fais pas toujours ça. Je ne fais pas toujours ça bien, en fait. C'est-à-dire que quand je crée mes cases, j'ai envie d'essayer de soigner. Alors parfois c'est réussi, parfois ça ne l'est pas, mais j'ai envie de soigner chaque plan. Comme si on pouvait faire une pause avec son magnéto, tu vois, enfin je parle de magnéto, excusez-moi, avec son lecteur DVD, faire une pause et pouvoir profiter de l'image comme une illustration. Voilà, pouvoir faire pause et profiter de l'illustration. Voilà, j'ai tendance à aller peut-être un peu trop dans le détail, ça fait partie de la marque de fabrique, mais il faut arriver à prendre un peu de recul par rapport à ça. On va arriver un peu des années qui suivent, les années 90. Donc là, justement, on était vraiment au cœur. Tu nous as parlé. Tu es un auteur français. Tu fais de la bande dessinée. Tu en as commencé. Vers quelle année déjà? Tu as travaillé sur les surnaturels d'abord. Surnaturel, ça date de 2010. Ouais, 2010 après déjà. De longues années d'illustration. Ah oui, ça fait un moment quand même. Ouais, ça fait un petit moment. C'était mon scénariste et ami
qui était fan de BD et qui voulait absolument qu'on s'attaque à de la BD. Moi, j'étais un peu réticent au départ, pour les raisons que tu as données au tout début. Et puis, finalement, je me suis laissé tenter. Et j'ai beaucoup aimé l'exercice, parce que justement, c'est un exercice très, très différent de l'illustration. Et voilà. Bon, après, on a fait 4 albums sur Naturel, avec plus ou moins de succès. Déjà, 4 albums, c'est déjà pas mal. BD Chez Delcourt. Et puis dans la foulée, malheureusement, on a dû s'arrêter parce que le public n'a pas été aussi passionné par ce qu'on faisait que ce que l'éditeur pouvait espérer. Donc on a attendu un petit peu, et puis quelques années plus tard, on a essayé de se relancer dans la BD, mais avec un projet qui nous tenait un peu plus à cœur. Moi, vous avez compris, un peu comme nous tous dans cette salle, j'étais passionné des dessins animés des années 80. Je voulais refaire de la BD aussi. Et finalement, l'idée de faire une bande dessinée adaptée, enfin une adaptation de séries des années 80, ça s'est imposé assez rapidement comme ça. Donc on a monté un dossier, on a présenté ça à l'éditeur qui était le plus logique dans ce genre de parcours, qui est un éditeur de manga qui s'appelle Kana, qui édite des mangas depuis le fin des années 90. Donc c'est un des tout premiers éditeurs de manga papier en France. Et il était logique dans le sens où c'est eux qui éditent depuis 96 ou 97, enfin il faudrait vérifier les dates, le manga de Leiji Matsumoto, Capitaine Albator, Uchu Kaizoku, Captain Harlock, quoi. Et voilà, donc c'était logique finalement de s'adresser à eux et de voir si on pouvait faire quelque chose. T'étais pas... c'est-à-dire que tu as tout de suite demandé à vouloir faire du Albator en faisant ton dossier, ou tu étais sur autre chose à ce moment-là ? Non, c'était du Albator. Ouais. C'était du Albator. Ouais, c'était Albator. Tu n'étais pas quand même un auteur super connu. Non, je Français. ne suis même pas connu du tout. Voilà, tu étais un Français. Tu t'attendais à réussir à négocier les droits comme ça au taquet. Alors après, c'est pas moi qui négociais les droits, mais... Non, mais tu étais au culot quand même. Écoute, je ne sais pas si ça vous intéresse, mais je vais raconter en quelques mots comment ça s'est passé. J'avais fait un dossier avec un petit scénar qui était ni plus ni moins une reprise de ce qui existe dans la série de 78, avec les Sylvidres donc, pas celle qu'on va voir là. Et puis j'avais fait quelques pages de BD pour montrer graphiquement à quoi ça pouvait ressembler. Et quelqu'un est passé à la maison, qui était un traducteur justement pour Kana, Thibaut Desbief, que je remercie du coup, parce que sans lui, le projet n'aurait même pas eu lieu. Et qui me dit, écoute, c'est sympa, je sais que Kana cherche quelqu'un pour faire du dessin un peu dans le domaine de Senseiya, qui est aussi un dessin animé qui me plaît bien. Je ne sais pas si vous connaissez Senseiya, ça vous parle ? Ouais. Bon, très bien, je fais quelques tests comme ça. Et puis, la personne, la responsable de chez Kana, me passe un coup de fil. Il me dit, Jérôme, il paraît que tu as fait un dossier sur Albator. Est-ce que ça t'intéresse ? On va rencontrer au Japon M. Matsumoto dans 3 jours. Ah ouais, alors là, j'ai bien réfléchi un quart de seconde avant de répondre quand même, parce que c'est compliqué comme question. Donc, bien sûr, prenez le dossier sous le bras avec vous. Et en effet, 3 jours plus tard, réunion avec Matsumoto, avec une superbe photo de la directrice de collection de Kana, avec Matsumoto à côté, comme ça, avec le dossier dans les bras. Et puis, après, plus rien. Pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, je me suis dit, allez, encore un coup d'épée dans l'eau. Ça ne va pas marcher. Et puis, je repeignais ma salle de bain quand le téléphone sonne. Et c'était en effet la directrice de Kana qui me passe un coup de fil avec un accent belge que je ne referai pas, qui me dit, écoute, oui, j'ai un peu tardé avant de te répondre, mais Maître Matsumoto a vu le dossier, il est emballé, il trouve ça super, donc on a le feu vert. Je me dis ça comme passe-moi le sel, quoi, tu vois. T'as réussi à finir ta salle de bain dans la foulée ? Non, évidemment que non. J'ai laissé ma femme terminer. De toute façon, elle est meilleure que moi. Et puis voilà, je me suis posé. Je dis non, mais attends, mais ça veut dire quoi ? Parce que des feux verts, t'en as beaucoup, hein, mais après, qui se concrétisent, c'est encore différent. Voilà, je te parle de ça. C'était octobre 2014. Ça date pas d'hier, hein. Voilà. Et après, il a fallu commencer à travailler sur le contenu, parce que le dossier montrait ce dont on était capable, mais après, il fallait travailler réellement le contenu, le scénar, les personnages, etc. Et ça a été un petit peu plus long, parce que il n'y avait pas que Leiji Matsumoto dans la balance, il y avait aussi Toei Animation. Et voilà, c'était du coup un petit peu plus long d'arriver à obtenir les autorisations pour tous les personnages que je souhaitais mettre dans l'histoire. Tu étais en relation avec l'éditeur, c'est Akita Shonen là-bas, sur place ? Ouais, Akita Shoten. Comment ça s'est passé justement ? Alors Akita Shoten, pour info, c'est l'éditeur de Matsumoto au Japon depuis 45 ou 50 ans.
C'est lui qui a édité Capitaine Harlock en 77, je crois. Harlock, c'est le nom. Oui, original, Harlock, pardon. Harlock, oui. d'Albator. Il paraît que ça vient, Matsumoto dit que ça vient de quand il marchait, une marche militaire. Notre 1-2, quand on marche au pas, ça se transforme en Harlock. Et c'est de là que manifestement serait inspiré le nom japonais. Et le nom français, Didier Barbelivien. Voilà, c'est ça. Ouais. Vous connaissez un petit peu l'histoire du nom d'Albator en France ? Ouais, c'est Eric Chardin et Barbelivien qui faisaient les musiques. Voilà, ça vient de Balator, qui était un joueur de rugby, qu'on appelait l'Albatros. Et puis, il a fusionné les deux mots. En fait, on ne voulait pas garder en France le capitaine Harlock, parce que ça ressemblait trop au capitaine Haddock de Tintin. Voilà, c'est pour ça. Du coup, je disais quoi déjà ? D'Akita Shonen, justement. Ah oui, Ta Akita relation Shoten. avec eux, ça a été... Alors, Akita Shoten, ils sont l'éditeur là-bas de Leiji Matsumoto. Et Kana passe par eux pour éditer les BD de Matsumoto, que ce soit Albator ou d'autres. Ils ont édité Galaxy Express, ils ont édité plein de trucs. Mais c'est pas directement avec eux qu'on est passé. On a d'abord travaillé avec Toei Animation, qui se présentait en tout cas, Toei Animation France, qui se présentait au départ comme les agents de Leiji Matsumoto pour toute exploitation en Europe d'une œuvre de Matsumoto. Et puis ça a traîné avec Toei Animation, mais vraiment traîné. On a signé un contrat, on l'a désigné. Enfin, je ne sais pas si ça se dit, mais enfin vous avez compris. On est revenu dessus, etc. Et puis ça posait plein de problèmes par rapport aux personnages qu'on était amené à créer, les personnages inédits qu'on allait créer pour Mémoire de l'Arcadia, avec des histoires de propriété intellectuelle, à qui appartient le personnage qui va être créé, etc. À tel point qu'à l'arrivée, le contrat a été cassé avec Toei Animation, et puis on est reparti à la case départ, quasiment certain qu'on n'avancerait plus. Et puis, on a eu la bonne surprise que Leiji Matsumoto secoue un petit peu le cocotier en disant « Bon, votre dossier, là, ça en est où là ? Parce que moi, j'ai rien vu passer là, depuis 3 ans là, que ça traîne. » Alors, avec Kana, on dit « Désolé, mais voilà l'histoire. » Et puis, on a été un petit peu bloqué, et a priori, c'est tombé à l'eau. « Oh non, mais ça va pas ça va pas cette affaire. » Alors, Akita Shoten est rentré dans la manip, parce qu'Akita Shoten, c'est vraiment des éditeurs purs et durs. Ils adorent ça, ils ont vraiment le goût de la BD, le goût du travail bien fait. Et ils se sont mis dans la balance. Ils ont dit, bon, écoutez, à partir de maintenant, on prend le relais. On s'occupe de Toei Animation. Le lendemain, ils ont rappelé, ça y est, on a la signature de Toei Japon. Vous occupez plus de Toei Japon. Donc, vous avez le droit d'utiliser tous les personnages du dessin animé qui n'ont pas été créés directement par Leiji Matsumoto. Je parle en l'occurrence du personnage de Stelly, dont vous vous rappelez peut-être, la petite fille qui joue de l'Ocarina, là. Voilà, qui a été créé pour le dessin animé, pour créer un lien avec les enfants de l'époque, qui ne comprenaient pas trop pourquoi Albator tournait autour de la planète. Et puis avec le vaisseau, l'Arcadia bleu, qui était aussi tamponné Toei Animation. Ça a été réglé en un jour. Et une semaine après, le contrat a été signé et on pouvait commencer à travailler sur le projet. Donc on était en début 2017 et j'ai commencé mes premières livraisons à M. Matsumoto milieu de l'année 2017. Justement, en travaillant avec l'éditeur du manga, tu t'es retrouvé en contact avec l'auteur qui a été adoubé par Leiji Matsumoto au Japon. Donc c'est Koichi Shimaboshi qui fait une série parallèle pour le Japon en direct. On s'est rencontrés à Paris pour discuter du projet éditorial de Mémoire de l'Arcadia. Ça s'est passé de manière très particulière parce que il y avait de leur côté le responsable d'Akita Shoten, le directeur de collection d'Akita Shoten, et à côté, j'espère ne pas mal prononcer, Kyutu Shimaboshi. Moi j'ai écrit Koichi Shimaboshi. Koichi Shimaboshi, voilà, Maître Shimaboshi, qui est donc le dessinateur de Dimension Voyage, donc le manga qui sort au Japon, réactualisé d'Albator. Et de notre côté, il y avait ma directrice de collection Kana, et moi-même. Donc en bref, il y avait un éditeur, un dessinateur, un éditeur, un dessinateur. Donc on voyait tout de suite qui parlait en fait dans la discussion. Vous montriez vos dessins en faisant exactement. Voilà, c'est ça. On se faisait des dédicaces. Tiens, fais-moi ça. Et ce qui était intéressant, c'est de voir qu'en fait, dès le début dans la discussion, moi j'avais une idée bien claire de ce que je voulais comme format, à savoir du format franco-belge, que ce soit une BD vraiment format européen. Et ça a tiqué tout de suite. Avec Akita Shoten, ils étaient beaucoup plus partants pour faire du manga. D'abord parce que c'était plus simple pour eux pour le sortir au Japon, parce que c'est leur format, ils sont habitués à ça. Et puis parce que le format franco-belge, on a beau leur expliquer ce que ça veut dire,
connaissent pas, quoi, ou très peu. Donc voilà, ils ont essayé de nous guider vers du manga et je leur ai dit non, écoutez, le manga ça sert à rien, moi je suis pas un pro du manga, j'en lis comme la plupart des Français, mais pas depuis très longtemps, c'est pas ma culture, c'est à mon sens, et ça j'ai bien compris que ça suffisait pas comme argument, donc il fallait parler d'un point de vue éditorial et du coup je me suis dit écoutez, mettez-vous à notre place, vous êtes un éditeur qui a un public en France, qui va s'adresser avec Mémoire de l'Arcadia à un public qui est plutôt un public qui a connu Albator dans les années 80 parce qu'il l'a vu à la télévision. C'est un public qui a connu Albator sous forme télévisuelle avec de la couleur dans une époque où clairement le manga n'existait pas en France. Il est arrivé courant des années 90. Donc il me semble logique d'essayer de parler et d'agiter un peu la Madeleine de Proust avec un format qui correspond à ceux qui étaient le format de BD de l'époque des années 80. Alors là, il a commencé à réfléchir, oui d'accord, donc c'est une raison éditoriale, donc ça vaut peut-être le coup d'écouter. Et puis petit à petit, on a réussi à les convaincre qu'on voulait réellement faire ça. Et puis voilà, je ne suis pas capable de faire du manga, je ne maîtrise pas assez le noir et blanc, j'ai besoin de la couleur, peut-être pour masquer peut-être certains défauts, hein, on va dire. En tout cas, voilà, je suis plus à l'aise avec la couleur. Et puis, on a envoyé les premières planches. Et là, ça a été un retour absolument génial du Japon, d'Akita Shoten en premier, qui a dit « Non, mais c'est super beau. » Ça fait très artbook, en fait, pour eux. Ils n'ont vraiment pas l'habitude d'avoir des pages grand format et couleur. Donc, ils étaient très, très contents du résultat. Et c'est devenu, avec le retour, c'est devenu, en fait, un argument de vente pour eux. Beaucoup plus que si ça avait été une version manga. Et puis, le super retour, la cerise sur le gâteau, mais qui cache le gâteau, c'est évidemment la réponse de Leiji Matsumoto qui est arrivé derrière en disant bah voilà, on voit au travers des planches que vous nous donnez toute la passion qui est la vôtre pour ma licence, parce que c'est ça qui est important, hein. Quand vous vous attaquez à une licence comme ça qui a un peu marqué les générations, il faut juste pas l'aborder avec l'idée de faire de l'argent avec, mais l'aborder avec la passion. Et par chance, c'est ce qui se voyait au travers des planches, c'est ce que Matsumoto a ressenti. Et voilà, les messages, ils sont évidemment précis. Parfois, attention, le menton, il faut plus l'arrondir. Voilà, des petits détails de dessin. Mais la plupart du temps, les réponses sont plus philosophiques, quoi. Voilà, on voit la passion qui est la vôtre. On voit que vous prenez beaucoup de plaisir à le faire. Continuez à avoir ce plaisir-là. Et moi, tant qu'il y a ce plaisir qui transparaît au travers des pages, qui sera forcément partagé, j'espère, par les lecteurs de la BD en France et à l'étranger aussi, moi, feu vert, quoi. Feu vert. Mais après, il garde un regard extrêmement précis sur chacun des éléments qu'on donne en termes de validation. Et tu as rencontré Maître Matsumoto, il me semble. Et oui, je l'ai rencontré. J'ai eu la chance de le rencontrer. T'as réussi tardivement. T'as réussi à parler Ouais, alors c'était... c'était la galère parce que la première rencontre, c'était avec les caméras d'M6. C'était filmé pour le journal de 20h du soir à la Japan Expo. Alors, vous avez en face de vous le gars qui est votre idole, quoi. Voilà, c'était Matsumoto pour l'occasion. Hein. Voilà, donc je devais partir de là, tu vois, avec les caméras. Et puis je m'approchais, je n'avais Dieu que pour toi. Et puis on me dit, non, arrête, refais, on la refait. Oh, putain. Et ça, 6 fois. Donc quand je suis arrivé en face, j'étais tout tremblant. Merci d'avoir joué le rôle de Leiji. Donc oui, c'était super de le rencontrer. C'est un grand monsieur. On a passé 2 jours, alors pas collés l'un à l'autre, mais on s'est vu à plusieurs reprises pendant les 2 jours où il était là à la Japan Expo. Donc le jeudi matin, quand on a commencé, jusqu'au vendredi soir très tard, puisqu'on a passé la soirée ensemble en mangeant au resto. Et puis alors là, déferlante d'anecdotes absolument géniales les unes derrière les autres. C'est un monsieur qui est extrêmement ouvert, Leiji Matsumoto. Tu parlais tout à l'heure que c'est génial qu'un Français arrive comme ça à reprendre une licence japonaise. Je crois que c'est la première fois en fait. Il me semble que c'est la première fois, en tout cas une licence de cette envergure-là, où un Japonais accepte de laisser comme ça la licence à un Français. Et on a été particulièrement touchés de ça. Et ça nous a finalement vachement moins étonnés quand on a discuté avec lui, parce que c'est un gars qui est extrêmement ouvert, qui est très marqué par la Deuxième Guerre mondiale. Son papa était pilote pendant la Deuxième Guerre. Et lui-même n'a pas pu être pilote de chasse parce que il avait des problèmes aux yeux, etc. Donc il a dit du coup j'ai dessiné. Il te raconte ça, tu sais, comme ça, voilà, en désespoir de cause. Et puis, mais il a malgré tout son brevet de pilote. Et puis quand il te raconte ses souvenirs de pilote, c'est absolument génial, quoi. Alors comme ça, pendant le repas,
entre le sel et le poivre. Il me dit une fois j'étais dans mon avion, je volais près de la montagne Stanley et puis je m'approche et je me suis rendu compte que j'avais beau faire ce que je voulais avec mon avion, j'arriverais pas à la passer. Et du coup j'ai fait demi-tour. Et j'ai eu l'impression quand je me suis retourné que je l'entendais rigoler, j'entendais se moquer de moi, j'ai eu honte de moi, etc. Attendez, là, vous me racontez pas votre vie, vous me racontez la première scène de Arcadia de ma jeunesse. Non, c'est ce qui m'est arrivé. Après, ils l'ont repris pour faire le film. Et là, en fait, tu percutes que dans l'univers de Matsumoto, ça foisonne de souvenirs de jeunesse, soit les siens, soit ceux qu'il a pu vivre au travers de son papa et des autres pilotes qui accompagnaient son papa, soit ses propres souvenirs à lui. Et c'est assez impressionnant, en fait, qu'il te raconte ça de manière très, très naturelle. Il est d'une humilité incroyable. Et ouais, c'est un grand monsieur et très ouvert aussi parce que très rapidement après la Deuxième Guerre mondiale, il a eu envie de s'ouvrir à tout le monde. Il aurait pu en avoir sacrément mauvaise. Les Japonais ont quand même pris une bombe sur la tête, enfin plusieurs. Puis après, ils ont été un petit peu sous l'égide américaine pendant longtemps aussi. Et malgré tout, un des premiers trucs qu'il a fait quand il a été en âge de voyager, c'est d'aller aux États-Unis pour aller rencontrer les dessinateurs de comics et partager la passion du dessin avec eux. C'est quand même énorme, quoi, hein, quand tu sors d'une après-guerre avec ce que tu disais, d'arriver à être ouvert comme ça. Mais voilà, c'est Leiji Matsumoto et ça ne m'étonne qu'à moitié. Je suis très honoré et très, très heureux de faire ce travail avec lui. Mais voilà, c'est presque pas étonnant quand tu connais le personnage qu'il a accepté de laisser son bébé à d'autres personnes. De ce que je sais de l'univers de Leiji Matsumoto, donc il y a tout un univers, le Leijiverse, où on va avoir d'autres séries comme la plus connue en France, ce serait Galaxy Express 999. Il y a une espèce d'absence de cohérence dans cet univers. On a l'impression qu'il va plus chercher à se dire voilà comment je veux traiter mon histoire actuelle. Et puis si je fais pas trop attention à ce qui s'est passé avant, c'est pas très grave. Alors que dans toutes les grosses licences qu'on trouve globalement maintenant, on essaye de surtout être le plus carré possible parce que sinon il va y avoir les geeks qui vont relever la petite incohérence derrière. Bonjour, et là, Star Wars dans une semaine. Voilà. Entre autres. Et c'est pas du tout le cas dans ce cas-là. Comment est-ce que toi, tu as géré cette liberté ? Est-ce que tu l'avais, cette liberté-là, quand tu as commencé à écrire ton projet ? Et comment est-ce que tu l'as géré ? C'est une super question, ça. Alors, le Leijiverse, comme tu l'appelles, comme bon nombre de personnes l'appellent, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de chronologie. Quand tu essayes, en fait, de construire chronologiquement le machin, tu peux dire, OK, alors il y a eu Arcadia de ma jeunesse. Ensuite, on peut dire qu'il y a la série de 84. Ensuite, plus tard, il y a eu la série de 78. Puis alors, tu es content d'avoir à peu près une cohérence de chronologie. Et puis, on vient de te faire Endless Odyssey en 2001. Qui est censé se passer après la série de 78, puisque l'équipage de l'Arcadia a vieilli, mais le personnage de Ramis revient tout jeune, comme si de rien n'était, comme s'il n'avait absolument pas existé dans la série de 78. En fait, il n'y a pas de règle, du coup. Il veut juste raconter des histoires, et très souvent, il dit, enfin, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est lui qui le dit, j'ai envie de faire passer des personnages forts. Et s'il faut que je les réutilise de manière totalement erronée chronologiquement dans une autre série, je vais le faire. Je ne sais pas si vous connaissez Gun Frontier, par exemple, qui est un manga de Leiji Matsumoto. Vous retrouvez le triangle amical amoureux, je ne sais pas comment il faut le dire, que vous avez dans Arcadia de ma jeunesse, à savoir Albator, Emeraldas et Tochiro, le petit monsieur au long chapeau. Vous retrouvez ce triangle-là dans Gun Frontier. Et comme ça, vous pouvez retrouver un peu des personnages similaires un petit peu dans toutes les séries. Alors après, il y a des guest stars. C'est sûr qu'Albator, il a un tel rayonnement dans l'œuvre de Matsumoto. Ou Metel, tu parlais de Galaxy Express, donc le personnage de Metel, je ne sais pas si vous la connaissez, cette femme habillée tout en noir avec les longs cheveux qui voyage dans le Galaxy Express et qui emmène les gens pour devenir mécaniques sur la dernière planète. En essayant de les en dissuader. Voilà. Ces personnages-là sont des personnages assez fréquents que tu retrouves dans beaucoup de créations de Matsumoto. Mais après, voilà, il n'y a pas de vraie chronologie. Alors, il avait dit, j'aimerais bien qu'à la fin de ma vie, je ne trouve pas ça terrible comme phrase, mais à la fin de ma vie, j'essaierai de faire une série qui rassemble tout et qui crée vraiment tous les liens les uns avec les autres. Beaucoup pensent que Dimension Voyage a commencé comme ça. Je ne sais pas si vous lisez Dimension Voyage, le manga actuellement. Voilà, ça commence comme vraiment un reboot de la série de 78. Et puis très rapidement, il y a Galaxy Express, il y a les films de Galaxy Express qui sont peut-être même pas forcément directement canon, etc. Et vous avez tous les éléments des autres séries, DNA, tout vient se rajouter par-dessus et créer justement cette
Ouais, cette arborescence très complexe du Legiverse. Oui, tu m'avais demandé, est-ce que moi j'avais des libertés, c'est ça? C'est liberté que tu avais. Oui, il m'a dit du moment que les personnages, ouais, c'est ça en fait, du moment que les personnages psychologiquement et physiquement sont bien respectés. Après, tu peux avoir la liberté que tu veux. Bon, après, on n'a pas pris non plus des 100 et des 1000 de liberté, puisque le personnage d'Albator est vraiment celui qu'on peut voir dans la série de 78. Le personnage de Mayu et tout l'équipage, enfin de Steli et tout l'équipage de l'Arcadia reste à peu près similaire. Mais j'avais la liberté, en revanche, de créer d'autres personnages, des personnages inédits pour mon histoire. Il y a déjà une diffusion prévue à l'international qui était prévue tout de suite dans la foulée. C'est-à-dire qu'en gros, tu te lances dans un projet... Tu visais la France, j'imagine. Ah oui, c'est un projet francophone. Voilà. À la base, c'est francophone. Et j'ai cru comprendre que tout de suite, on t'a dit ça va partir au Japon direct. Alors, je ne peux pas te répondre avec certitude de comment ça s'est passé en coulisses, mais des tout premiers contrats qu'on a eus avec Akita Shoten a annoncé la couleur, a dit nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir l'exclusivité pour le Japon. Donc, on vous permet comme ça d'avoir la licence et de travailler avec Leiji Matsumoto. Et ils sont super, Akita Shoten, parce que c'est eux qui s'occupent de faire le lien justement entre Kana et Leiji Matsumoto. Et on a des réponses quasiment dans les 3-4 jours. Alors que d'habitude, avec le Japon, ça peut prendre beaucoup plus de temps. J'ai eu pas mal de retours des éditeurs japonais. Ils disent que souvent, c'est très galère la communication avec le Japon. Voilà, c'est plutôt long. Et là, le gars qui nous suit chez Akita Shoten, il a ses entrées chez Matsumoto. Et toutes les semaines, il va chez lui. Donc, dès qu'on lui envoie un truc à valider, on a quasiment la réponse dans les 2-3 jours qui suivent. Et ça, c'est vachement bien. D'un point de vue réactivité, c'est super. Et au début, Akita Shoten disait on voudrait l'exclusivité pour le Japon. Bon, c'est ça et on signe. Alors là aussi, on a réfléchi très longtemps. Tu vois, on s'est dit bon, allez, d'accord, ok. Et ils ont décidé de le sortir en version numérique au Japon. Parce qu'il faut savoir qu'au Japon, d'après ce qu'ils nous disent, il y a à peu près 50% des BD qui sont lus numériquement. Le papier représente seulement 50% du marché de la BD. Alors qu'en France, on est autour de 7-8%. Voilà, donc on n'est pas du tout dans le même trip, quoi. Rassurez-vous, les libraires en France, il y a encore de bonnes années devant vous. Difficile, mais de bonnes années. Ouais, c'est toujours difficile. C'est un métier difficile, mais dont on a sacrément besoin quand on est auteur. Je pense qu'on est plusieurs auteurs dans la salle. Sans les libraires, on ne serait pas là. Ceci étant dit, au Japon, donc du coup, c'est sorti en version numérique. Les retours qu'on a, c'est que c'est plutôt pas mal, sans être non plus le succès de folie. C'est plutôt pas mal dans le sens où il y a une bonne quantité de téléchargements. Et c'est pourtant rébarbatif pour les Japonais parce que, les planches sont beaucoup plus grandes et elles sont visionnées la plupart du temps avec des téléphones. Donc c'est plus facile de visionner des planches de manga que des grandes planches de franco-belge. Je pense principalement à ton intro sur le tome 1 où il faut se balader un peu. Dur sur téléphone. Exactement. Et la deuxième chose, c'est qu'on avait insisté pour ça et Akita Shoten nous a respecté là-dessus et on les en remercie. Ils ont gardé le sens de lecture européen, ce qui est franchement très très rare pour le Japon, quoi. Ouais, ça j'aurais pas cru. Ils auraient pu être tentés d'inverser un peu tout. Donc ils ont gardé nos planches, comme nous on garde leur sens de lecture japonais. Bon, ça aurait pas vraiment eu de sens d'inverser tout comme on avait fait avec les premiers Dragon Ball, parce que le pauvre Albator aurait changé d'œil au niveau de... et sa cicatrice aussi aurait été balancée de l'autre côté. Mais en tout cas, voilà, ils ont respecté ça et les bons scores, on va dire, de téléchargement sont à mettre en plus face à cette difficulté de lecture pour les Japonais. Mais on n'avait pas forcément pensé à une diffusion internationale, quoi. Même si rapidement, il y avait des éditeurs frontaliers à la France, donc je pense à l'Espagne, avec Letra Blanca qui a demandé à le sortir en Espagne. Pas des très très grandes quantités, ça ne représente pas énormément de lecteurs, Albator. Donc je crois que c'est sorti à 2000 exemplaires, je crois, là-bas. En France, ça a été édité à peu près à 30 000 exemplaires, Mémoire de l'Arcadia. C'est très... Enfin, pour ceux qui ne connaissent pas le marché de la BD, c'est un gros tirage. C'est un gros tirage. Il ne s'est pas vendu à 30 000, il s'est tiré à 30 000. On compte sur Eric pour vendre les 27 000 qui restent. Disons, pour ceux qui n'ont pas une idée, en termes de vente, quand on tourne entre 2 et 3 000 exemplaires vendus, on est content en termes d'éditeurs. Au-dessus, ça commence à être un beau succès. Bon, là, je crois qu'on est autour de... On a dépassé les 15-16 000, je crois. C'est un beau pour succès. Le premier tome. Le deuxième, il est très récent, donc c'est difficile de dire. Mais voilà. Mais on n'avait pas forcément pensé à tous les pays. C'était vraiment un projet francophone. Donc c'était Belgique, Suisse, Canada et France.
Et puis l'Italie est venue se rajouter, est venue taper à la porte. C'est Panini Comics, a priori, qui devrait éditer, je ne sais pas comment on dit, Capitano Harlock, je ne sais pas comment on le dit en italien. Voilà, donc c'est prévu pour, je crois que c'est pour Noël. C'est pas étonnant Voilà. pour l'Italie. Ils ont une très très grosse culture. D'ailleurs, Absolument. beaucoup de dessins animés sont arrivés par la 5 qui traduisaient des dessins animés de l'italien, des dessins animés japonais Exactement. de l'italien vers le français. Et Galaxy Express est arrivé comme ça, d'ailleurs. Ouais. Sur la Youpi, l'école est finie. Oui, Vous connaissez ça, Youpi, l'école est avec finie. le petit lapin et tout. Voilà. C'est arrivé, en effet, c'est arrivé là par Berlusconi. Et puis. Il a fait des bonnes choses, ce monsieur. Oui, Et ouais, voilà. Donc, a priori, c'est Espagne, Italie, Japon. On essaye de percer le marché américain. Mais Harlock, là-bas, est un petit peu moins connu. Donc, je ne sais pas. On va voir ce que ça donne. Mais on est déjà très heureux de la vie actuelle. Je vais revenir un peu sur le travail vraiment sur le dessin. Ton trait, je l'ai trouvé plus proche. Après, je me base beaucoup sur mes souvenirs. Alors, du trait de 78 où les personnages sont beaucoup plus filiformes que dans 84. C'était un choix du fait que ton histoire se passe à cette époque-là ou c'était comme ça que tu le voyais de personnage? Alors, pendant très très longtemps, j'ai été taxé de faire de l'illustration sous licence. Il fallait que je sois le plus proche possible de l'original. Donc, ça a eu des choses bien et des choses moins bien. Les choses bien, c'est que voilà, j'ai travaillé de telle sorte à ce que techniquement, je sois le plus fidèle possible au trait d'époque. Et puis, le moins bien, c'est que forcément, tu es taxé de pas créatif, de copiste, de tout ce que tu veux. J'ai accepté toutes les critiques. Et puis, quand j'ai fait Surnaturel, on parlait de ça tout à l'heure, en 2010, je suis parti en fait des sentiers battus de l'animation. Et puis, j'ai essayé de développer, alors je n'ai pas révolutionné le métier, hein, mais j'ai essayé de développer une technique un peu plus perso. Et quand je suis revenu à faire de la Japanime, je me suis rendu compte que j'y intégrais un truc un peu plus perso, en fait. Donc, on est proche du trait d'époque, parce que je suis issu de cette génération, donc j'ai envie de vous faire partager... Quand vous lisez Mémoire de l'Arcadia, j'ai envie de vous faire sentir un 43e épisode de la série de 78 ou un 23e d'Albator 84. J'ai envie que la Madeleine de Proust agisse aussi sur vous, en tant que passionné et en tant que fan de cette époque-là. Et en même temps, j'essaie d'y glisser des petits ingrédients personnels. C'est comme ça que cet Albator-là s'est créé. Alors c'est vrai qu'il est assez proche, assez longiligne de la série de 78, mais tu verras des points communs avec 78, tu verras des points communs avec 84, tu verras des points communs avec Endless Odyssey de Nobuteru Yuki, qui est une merveille graphique. Et puis j'espère qu'on verra un petit peu de moi aussi, quoi. Voilà. Pour tes précédentes BD, tu n'étais pas seul, tu avais un scénariste. Et là, tu te lances dans le scénario sur un projet quand même qui va être un peu intimidant. Carrément, ouais, carrément. Tu n'avais pas trop de pression, même au début, ouais. Tu n'as pas trop de pression, tu t'es fait aider, J'ai eu super peur. Ouais, j'ai jamais eu autant peur d'attaquer un projet comme celui-là. J'avais une autre BD en parallèle chez Delcourt qui s'appelle Mythix. J'ai même commencé Mythix avant parce que j'avais la trouille de me mettre sur Albator, quoi, une fois que c'était signé. Et puis finalement, j'ai attaqué la première case et dès la première case et demie, c'était que du bonheur. J'ai plus du tout ressenti ce stress-là. Alors c'est un exercice que je maîtrise pas forcément, de faire du scénario. J'avais un scénariste, comme tu le disais, sur Surnaturel. J'en aurai aussi pour d'autres projets. Pour Mythix, je travaille avec Patrick Sobral, qui fait les légendaires. Ce sont des scénaristes, en plus d'être des dessinateurs pour Patrick. Donc j'apprends beaucoup à leur contact, parce qu'ils ont justement cette vue graphique au-delà du scénario. Souvent, quand on travaille avec un scénariste qui dessine pas forcément, il n'a pas toujours, certains l'ont fort heureusement, mais ils n'ont pas tous le recul de comment ça va se mettre en case. Et Patrick là, donc sur Mythix, j'apprends beaucoup la manière de travailler son scénar et la manière d'agencer les cases. Et j'ai essayé de l'appliquer du mieux possible à Albator. Après, on a tous été, en tant que fans des dessins animés des années 80, on ne voyait pas les dessins animés comme on les voit aujourd'hui, où on peut aller en streaming et ça valait une série en une journée. À l'époque, on était le mercredi ou le samedi devant l'épisode et puis il fallait attendre une semaine pour avoir la suite. Rarement, on avait des magnétoscopes pour regarder du mercredi au mercredi suivant les épisodes. On achetait des fois des petites BD qu'on trouvait chez le marchand de journaux.
J'en parlais au début avec Albator, chez Dargaud. Mais voilà, c'était les seules manières de faire vivre nos personnages. Et beaucoup de gens de notre génération, qui sont devenus artistes aujourd'hui, faisaient vivre les personnages d'une semaine à une autre en dessinant des aventures inédites en attendant l'épisode suivant. Moi, c'était clairement ça. C'est ça. Parce que je suis un frustré, moi, c'est tout. C'est comme ça que j'ai appris à dessiner. C'est parce que je voulais faire vivre mes persos un petit peu plus longtemps d'une semaine à une autre. Alors, personnellement, j'ai revu Albator 78 il y a une dizaine d'années, un peu moins, donc avec un regard d'adulte. Le discours du début de la série m'avait marqué par sa modernité. C'était impressionnant. Et en relisant ta BD, j'ai eu l'impression que tu le prenais quasi à l'identique. C'est le cas ou... Il fallait que la BD puisse s'adresser à un public qui a connu Albator dans les années 80 ou un petit peu plus tard, mais qui connaît Albator, qui est déjà un fan d'Albator. Mais comme c'est un titre qui a marqué toute une génération, d'ailleurs il y avait une émission de télé fin des années 90 qui repassait des dessins animés de cette époque, qui s'appelait pas Génération Goldorak ou Capitaine Flamme, ça s'appelait Génération Albator. Donc ça montre bien que Albator a marqué vraiment cette génération-là. Et clairement, le public d'Albator aujourd'hui, il se coupe en deux. Il y a les fans dont on parlait à l'instant, je pense que vous êtes très nombreux dans cette salle à l'être. Et il y a aussi ce qu'on appelle le grand public, les gens qui « Ah ouais, Albator !» Alors si on m'avait donné 1 euro à chaque fois que les demoiselles, qui sont aujourd'hui des gentes dames, se sont présentées devant moi en disant « Ah, Albator, j'étais amoureuse de lui quand j'étais jeune », je serais millionnaire. Hein. Donc voilà, c'est vrai qu'il a une aura assez particulière, hein, grand, maigre comme un clou, une cicatrice sur la tronche et un œil en moins, ça vend pas du rêve dit comme ça. Et pourtant, il a un charisme de feu. Et voilà, c'est la mèche, ça doit être ça. Philippe Cardona, dans sa BD Sanitary School, le présente comme le professeur de ténébritude. Bonjour à Philippe. Et du coup, voilà, c'est un personnage qui avait vraiment marqué une génération. Et ce public-là, c'est aussi un grand public. Des gens qui ont connu ça, qui, comme toi, peut-être l'ont vu il y a 10 ans ou il y a 20 ans, et qui ne sont pas revenus dessus, et qui vont y replonger avec la BD. Donc il fallait qu'il y ait quelques pages dans la bande dessinée pour remettre les choses dans leur contexte. Surtout qu'on était vraiment basé très fortement sur la série de 78. C'est pour ça qu'il y a ces 5-6 pages au début qui racontent un petit peu... qui spoil la série, maintenant. Qui spoil, oui, qui spoil oui, c'est... Oui, si tu veux. Oui. Mais c'était ce côté, moi, qui m'a marqué, c'est ce côté très proche, on va dire, des problématiques actuelles sur l'écologie, sur les gouvernements qui sont dans la paresse. Enfin, il y a quelque chose qui est très critique et qui moi, m'avait fait halluciner. Bon, c'était il y a 10 ans et ça n'a pas trop changé. Je ne suis pas sûr qu'on le voyait beaucoup quand on était enfant. Non, moi, je pense que quand on était enfant, on devait surtout voir le personnage qui tournait autour de la planète avec son vaisseau, son côté un peu rebelle, pirate, machin. Mais quand tu découvres la série en étant un peu plus adulte, tu vois en effet tout ce deuxième degré de lecture. Et c'est en ça où j'aime pas trop comparer les séries d'Albator, mais exception faite d'Arcadia de ma jeunesse, qui est une histoire unique et qui est juste merveilleuse. La série de 84, on tombe un petit peu plus dans un personnage avec des gentils et des méchants et une distribution des rôles très goldorakienne, quoi. Tu vois qui sont les gentils, tu vois qui sont les méchants, et puis les gentils ils sont gentils, et puis les méchants ils sont méchants. Dans 78, oui, dans 78 la distribution des rôles est complètement différente. D'abord, il n'y a pas 2 entités, il y en a 3. Les Sylvidres, qui sont censées être les méchantes, sont un petit peu l'image de la nature qui revient prendre ses droits sur une planète qui a été complètement ravagée par l'humain, qui est décrit vraiment de manière très négative par son auteur. Et puis le Albator, qui est le gilet jaune de l'époque, qui se bat comme ça pour la liberté, pour défendre ses convictions, etc. Et c'est un personnage qui est banni de sa planète. C'est pas le héros de la veuve et de l'orphelin, il est là pour nous protéger, comme c'est dit au début de la série 84. Vous inquiétez pas, Albator va venir, il va nous sauver. Non, là on n'est pas du tout dans ce trip-là. C'est le méchant pirate qu'il faut surtout bannir de la planète, quoi. Et ça, je trouvais ça vraiment très original. Et tu parlais de la robotique avec Galaxy Express, Albator en traite un petit peu, de l'écologie, tous ces thèmes-là, ils sont... Quand tu regardes Albator aujourd'hui et que tu écoutes ce discours dit par la famissime voix de Richard Darbois, que nous saluons tous, c'est absolument incroyable de voir à quel point il y a l'écho encore aujourd'hui, quoi. Justement, parlant des personnages, le nom Albator est resté. Pourquoi est-ce que les autres personnages ont pris leur nom VO et qu'Albator reste C'est une demande japonaise. Ouais. C'est une demande qui date de 97 ou 96, je ne sais plus quand est sortie la première BD chez Kana. Kana avait expliqué à l'époque qu'il fallait l'appeler Albator parce qu'en France, il était connu sous Albator. Alors là, ça ne voulait rien dire, ça ne parlait à personne. Matsumoto avait dit OK.
Il avait dit OK aussi pour les sylvidres, parce qu'on se rappelait principalement de ces femmes végétales. Alors beaucoup les appellent les sylphides, c'est les sylvidres. Et ces deux termes-là ont pu rester dans leur version française, mais il avait demandé à l'époque à ce que tous les autres noms soient remis en version japonaise. Et pour une cohérence de tous les albums de Kana, Kana a imposé, avec Matsumoto, de garder cette même distribution des rôles. Donc c'est pour ça qu'il y a ça mélange un petit peu de noms français et japonais. Après le tome 3, est-ce que tu comptes revenir dans l'univers d'Albator ou retravailler sur d'autres personnages de notre enfance, comme Gros Quick ou un truc dans le genre? Vachement tentant, hein, je reconnais que... Bon, c'est vrai que quand même là, parti on monte le Quick, level de charisme, là, hein, avec Gros Quick, c'est sûr que... Kana a lancé cette BD, Mémoire de l'Arcadia, ils ont créé une collection pour ça. Et c'est la première fois qu'ils éditent en BD franco-belge. Ils sont habitués au manga. Alors certes, la maison mère qui est Dargaud est habituée au franco-belge, mais c'est la première fois que Kana tamponne une BD franco-belge, enfin format franco-belge, même si aujourd'hui ça ne veut plus dire grand-chose. C'est censé être une collection. Donc théoriquement, sans spoiler quoi que ce soit, il y a d'autres titres qui devraient arriver. Après, tu me demandais un indice. Alors je peux pas vous donner les licences, mais c'est des licences qui évidemment ont connu leurs heures de gloire dans les années 80-90. Sinon, ça s'appellerait pas Classics, ça s'appellerait Nouveauté, quoi. Mais voilà, il y a. On les connaît tous, hein, les licences qu'on aimerait bien voir. Alors je vais en dire plein. Donc il y en a peut-être dans le lot, C'est ça. il y en a peut-être dans le lot qui sont signés, mais voilà, tous les blockbusters des débuts des années 80, que sont les Goldorak, Capitaine Flamme, Ulysse 31, Cobra, tout ça, ça fait partie de ces séries qui ont marqué, Rémi, Lady Oscar. Ouais, enfin, Capitaine Flamme, ça a vachement moins bien vieilli qu'Albator. Ah oui, pour avoir sûr, revu à la même époque, fait mal. C'est sûr, ouais, c'est sûr. Et puis un petit peu plus récent avec la génération Club Dorothée, avec les Dragon Ball, les Chevaliers du Zodiaque, les Ken le Survivant, etc., le Collège Foufoufou. Voilà, donc il y a pas mal de titres qui pourraient... le Collège Foufoufou. Cyril Drevet, toujours. Il y a pas mal de titres qui pourraient faire partie de la collection de Kana. Mais oui, il y a des licences qui sont signées et d'autres qui sont sur le point de l'être. Et pour répondre à ta question, j'avais prévu Mémoire de l'Arcadia sur 3 tomes. Donc je m'arrêterai à 3 tomes sur Mémoire de l'Arcadia. A priori, aujourd'hui, il n'y a pas de voyant qui me donnerait le feu vert pour continuer sur du Albator. Non pas qu'il y a une opposition japonaise, loin de là, mais c'est parce que j'ai l'impression d'avoir raconté tout ce que j'avais envie de raconter, du moins une fois que le tome 3 sera sorti. Et je ne pense pas qu'en France, il y ait vraiment possibilité de faire vivre l'œuvre de Matsumoto autre que Albator. Je ne crois pas que Galaxy Express aurait un impact important en France. Mais oui, on est fan de Leiji Matsumoto, donc on aime bien tout le Leijiverse, mais bon, je pense pas malgré tout que Galaxy Express rassemblerait les foules, et les éditeurs ont besoin quand même, malgré tout, avant de lancer une BD, de rassembler les foules. Et voilà, donc à part Albator, je vois pas ce qu'on pourrait faire d'autre avec Leiji Matsumoto. Donc pour le moment, c'est 3 tomes, et puis on passera vraisemblablement sur une autre licence. Ok, merci beaucoup. Merci à vous. Et bravo d'avoir tenu pendant je sais pas combien de temps. Voilà, vous pouvez Ma fille qui est dans la salle me dit souvent que ça dure trop longtemps. On a peut-être le temps pour 1 ou 2 questions dans la salle. On a été très bavards. Mais... Ouais, est-ce que vous avez des questions? Voilà. Attention, un micro, s'il te plaît, merci. Alors, la mienne est un peu oisive, donc s'il y a des gens qui veulent poser des trucs plus intéressants. Est-ce que dans le tome 3, on aurait le droit à une ou 2 petites planches un peu fanservice pour les dames? Dans Albator 84, on a plusieurs épisodes où on le voit pris de court dans l'urgence, de voir sortir du lit. Bon, il est tout habillé, mais c'est super. Et est-ce qu'on aurait droit à ce genre de choses? Tu veux que je te spoil là, en fait, que je te spoil quand il sort de la baignoire, quoi, c'est ça? Non, mais c'est juste, si vous n'avez pas fini de dessiner toutes les planches, et que vous avez un trou, je ne sais pas quoi mettre. Il y aura un moment où il sera un peu moins habillé que d'habitude. Ça, c'est bien. Ça. Voilà. Mais de là à t'exciter à 100%, je ne suis pas certain, mais voilà. Hein, on va rester soft, quoi. Pour ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est bien dans les trucs canons d'avoir. Mais je prends note que voilà, t'as un public. Tu fantasmais bien sur Albator 84. Ah bah oui. Ah bah. Ah oui, alors ça a l'air de désespérer ton voisin de gauche. Désolé. Ouais, oui. Une belle cicatrice. Ça peut se faire. D'autres questions? Tout aussi oisives?
Si, parce qu'on enregistre en Non, fait, mais ça il- sera diffusé il- derrière. Il a une d'accord, voix vas-y. qui porte. C'est pour Bon ça. alors, merci déjà à Jérôme et à toute l'équipe d'être venus. C'est super intéressant. Et puis donc on est super fans. Et puis ton travail est fabuleux. Enfin, je le suis depuis des années, tu le sais. Ouais. Je voulais te demander. On par est amis, rapport- hein, c'est pour ça. Oui, aussi, mais pas que. C'est vraiment par d'abord le talent et ton processus de création. C'est vrai que depuis toujours, pour moi, c'est comme si tu venais de l'animation et que tu faisais des BD, comme si c'était déjà des films d'animation, comme les deux derniers. Vraiment, on a l'impression de voir en fait des captures d'écran de films d'animation qui sont transformés en BD. Et c'est vrai que quand tu travailles, tu fais tes fonds, après tu fais des collages où tu mets des montages, et tu travailles vraiment à l'ancienne, quoi, comme tu as toujours travaillé, comme dans les cellulos, comme dans l'animation. Et ça, c'est remarquable parce que, en fait, on voit pas, quand on voit tes cases, en fait, il y a peut-être 20 ou 30% de choses que tu as faites, mais qui sont cachées par tes dessins parce qu'ils sont superposés. Et ça, je pense que tu es le seul à le faire, je pense. Enfin, en T'as France, plus de recul que moi là-dessus. honnêtement, toi, je pense que tu es le seul parce que tu as vraiment la manière de travailler comme dans l'animation. Et je trouve ça un travail déjà titanesque et remarquable. Et tout ça est lisible, donc c'est vraiment très très beau. Ma question en fait c'était plutôt sur Matsumoto par rapport à l'ordinateur, c'est-à-dire qu'il y a Jarvis, il y a HAL dans 2001-2006 l'espace, tout ça. Il y a tout le temps l'ordinateur qui est représenté, même dans le 831, il y a toujours cette voix avec l'Odysseus. Et dans Albator, il y a donc Toshiro avec, qui est capté, enfin qui a été, on va dire, mis dans cette machine-là et qui est l'âme du vaisseau. Même si les vaisseaux ont changé, il y a toujours l'âme du vaisseau. Et je voulais te demander si un jour, est-ce qu'il avait souhaité ou espéré qu'Albator, à la fin de sa vie, devienne lui aussi un robot et qu'il soit aussi mis dans une sorte de vaisseau et qu'il ait une relève pour continuer l'aventure telle qu'il a commencé. Parce qu'il y a vraiment ce côté, tu vois. Je peux pas répondre à la place de Est-ce que Matsumoto, t'en as mais parlé des discussions qu'on a pu avoir sur le personnage d'Albator, il le voit pas vieillir en fait son personnage. C'est-à-dire que tu vois pas trop de séries avec. Tu peux voir un Albator plus vieux, mais c'est pas le même. C'est son père, c'est son ancêtre, machin, etc. Et son personnage, il n'a pas trop l'intention de le faire vieillir avec le temps, et il le considère un peu comme. C'est devenu un peu un symbole, quoi. C'est genre Batman, quoi. C'est un symbole et du coup il est un peu intemporel. Et en fait, tu peux le voir dans différentes séries. Son design n'a pas considérablement changé. Quand tu vois la série Endless Odyssey de 2002 de Nobuteru Yuki, il n'est pas très très différent finalement de celui qu'on a connu, quoi, dans les séries de 78 et 84, alors que clairement les autres personnages ils ont pris cher, quoi. Le docteur il a plus un poil sur le caillou. Tu sens que les autres ont vachement vieilli et lui ne vieillit pas. Un peu d'ailleurs comme Ramis dans la série, qui lui, c'est toujours l'éternel jeune qui est poussé en avant par Albator, presque quitte, il lui ressemble en plus physiquement, presque à prendre sa place. D'ailleurs, c'est un peu le thème du film de 2013, où à la fin, grosso modo, tu comprends que c'est Ramis qui prend... je ne sais pas s'il s'appelle Ramis dans le film, enfin, on a tous reconnu le personnage qui finalement va prendre la relève, quoi. Donc je ne crois pas qu'il parle réellement de fin de son personnage. Donc je ne sais pas. En tout cas, le personnage de Toshiro est pour moi la grande force de la série de 84. Il est presque plus intéressant qu'Albator, je trouve, dans la série 84. Et c'est lui qui a son côté sacrificiel, c'est lui qui est capable d'aller sauver Emeraldas, etc. Et c'est lui qui devient le héros en devenant l'âme de l'Arcadia, qui est un point de départ pour la série de 78 et Mémoire de l'Arcadia. D'ailleurs, Mémoire de l'Arcadia, le titre, est bien lié en fait au fait qu'il est la mémoire de l'Arcadia. C'est de lui dont on parle en fait dans le titre. Merci beaucoup, Jérôme. Vous pouvez l'applaudir. Voilà.